Bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur Immedia, hym.media, pour nous regarder les différentes émissions thématiques que nous vous proposons. Aujourd'hui, le magazine Quantique Planète, où j'ai le plaisir d'accueillir Charles Coutarel. Charles, bonjour à vous. Bonjour Laurent, merci de venir. Ah bah oui, voilà, c'est ce que je... Merci à vous de m'accueillir. Pour un livre, oui. Éveil où la vie ne meurt pas, avec en sous-titre Guide pratique. C'est aux éditions Aluna. Ouais. Les éditions Aluna de Jean-Pierre Chometon, qui ont eu entre autres l'occasion d'éditer les livres concernant Ramesh Balsekar ou Wayne Lee Corman. Donc aujourd'hui nous allons parler d'éveil. J'ai pris connaissance de votre livre, Charles, parce que je cherchais justement cette thématique de l'éveil. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas traité. Sachant la qualité notamment des éditions Aluna et de ce qu'ils proposent, je vous ai découvert comme ça. Mmh. Donc je ne vous connaissais pas auparavant. Ce livre, pour ceux et celles qui souhaitent avoir une petite idée de comment il est construit, aborde dans un premier temps une sorte de biographie qui est la vôtre, comment cet événement ou non-événement, on y reviendra, est arrivé. Oui. Et puis une autre partie du livre où ce sont des recueils, des réflexions sur finalement ce que pourrait être, entre guillemets, la vie perçue à travers le regard de ceux-là. Oui, je dirais que c'est plus des thématiques et du défrichage un peu de notionnel, c'est-à-dire de remettre les choses un peu à plat, parce qu'il y a eu beaucoup d'amplification sur l'éveil depuis une vingtaine d'années. Donc, puis c'est arrivé que c'est tombé sur moi, voilà, de faire il me semblait qu'il fallait faire ça, un peu de mise au clair de tout le développement qu'on fait là-dessus, et de termes qui sont mélangés aussi. Il y a beaucoup de termes mélangés dans le monde spirituel à propos de l'éveil. Voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose d'intelligible, voilà, pour remettre un peu à plat toutes les notions. Alors pour ma part, Paris réussi, sans compter qu'il y a une troisième partie au livre qui consiste à proposer aux lecteurs des exercices très pratiques. Ça, je dirais que c'est presque la plus importante, c'est l'application de ce que j'appelle maintenant l'attention consciente. C'est-à-dire qu'on peut faire un travail sans avoir besoin d'être éveillé, sans chercher l'éveil. On n'a pas besoin de chercher l'éveil. Si vous tombe dessus, moi je ne l'ai pas cherché, mais tombé dessus, après vous vous débrouillez. Mais c'est surtout une invitation à un vivre conscient, parce qu'on est sans arrêt capté dans le monde. On est sollicité sans arrêt. Donc si on ne fait pas attention, on est toujours en fuite quelque part. Donc c'est simplement ça. L'invitation de la troisième partie, c'est de revenir et de se donner des petits moments, quand tout va bien, sans attendre, de voir simplement. Donc ça peut être ludique, c'est de voir de moi-même, tiens, où je suis. Et puis je me rends compte que je suis là-bas, je suis pas ici. Et de faire la différence consciemment. Quand je reviens ici, c'est-à-dire que j'en appelle à ma conscience, délibérément, pour me resituer là où je suis. Donc, avec le corps qui nous géolocalise chacun. Donc, voilà. Donc, ah bah oui, je suis ici. Et ici, est-ce que ça fait une différence dans mon ressenti entre moi pris là-bas dans telle ou telle chose et mon être ici? En fait, je reviens à l'être. C'est-à-dire que je laisse la personne, elle est toujours occupée. L'être, lui, est toujours libre. Donc, c'est simplement revenir à l'être, qu'on a toujours été, qu'on sera toujours, même si c'est recouvert par tous les jeux personnels, et voilà, et faire cette différence, et voir qu'en fait, dans son quotidien ordinaire, on peut faire sans arrêt ces petites pauses de retrouvailles, quelque part. C'est des retrouvailles avec le vrai de soi-même, c'est un gros mot, le vrai, mais l'original de soi-même, pas la version modifiée avec toutes les rôles qu'on peut jouer en tant que personne dans un monde relationnel. Voilà. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est il y a plusieurs choses. C'est très poétique. Vous savez manier la langue des oiseaux. On peut se demander dans quelle mesure l'alchimie n'a pas été un sujet ou une thématique dans votre vie qui vous a intéressé, interpellé. Pas spécialement, bien sûr, sans doute un petit peu comme tout le monde, mais pas spécialement. Par contre, la langue, oui. La langue elle-même, oui. La langue a été pour moi, parce que j'ai quand même beaucoup écrit, donc avant
plus en poésie. Mais c'est surtout le langage, de me rendre compte à un moment donné, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'utilise ce mot-là, voilà. Et puis en fait, quand on discute avec d'autres personnes, ils ne l'entendent pas de la même façon, ils mettent pas le même. Et donc j'ai commencé à fouiller le langage. Voilà. Donc ma seule alchimie, ça a été celle du verbe, de fouiller le langage, d'essayer de retrouver le sens, de remonter à l'origine du sens. Donc en fait, remonter au sens, c'est revenir à soi en fait. Finalement, c'est la même chose. Donc j'ai pas fait exprès d'avoir un parcours qui m'a mené à l'éveil, mais en fait, a posteriori, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais fait est inscrit dans pratiquement toutes les traditions, dans différents modèles. Bien sûr. La tradition soufie, et puis aussi dans la tradition indienne pour d'autres choses que j'ai fait, c'est-à-dire simplement me demander, l'élimination de tout ce qui n'était pas juste. Voilà, et me dire à moi-même, non, c'est vrai, c'est pas juste. Donc une élimination comme ça qui s'est faite petit à petit et qui, à un moment donné, est arrivée à cette réalisation, cette ouverture. On va y revenir, bien évidemment. En tout cas, ce qui, pour ma part, a résonné en moi, c'est tout ce jonglage avec ces mots et de les prendre dans différents sens parce que, comme vous venez de le dire, on utilise des mots et on n'en perçoit pas vraiment le sens profond. Donc on passe à côté de certaines choses importantes et le fait que vous appuyez dessus à travers la langue des oiseaux nous amène à reconsidérer et de nous poser vis-à-vis de ce mot et de son sens profond et de ce qu'il nous renvoie à nous-mêmes. Donc il y a un travail de maturation qui se fait, de prendre le temps. En même temps, à l'oreille, c'est magnifique. Enfin, les internautes ont l'occasion de le voir. Et autre élément que j'ai beaucoup apprécié dans le livre, c'est la manière dont vous abordez l'éveil. C'est tantôt vous parlez de la dualité à travers le regard de la personnalité de l'individu, et vous faites des allers-retours avec justement ce regard sur ce qui est, sur la nature de la conscience, sur ce qui se présente à nous, donc de l'unicité et de la manière dont on peut faire ces allers-retours, comment se sent l'individu face à cette dualité, ou alors quand il y a juste cette pure présence consciente face à tout ce qui est. Et en fait, ça, de mon point de vue, ça rend l'approche de votre livre plus humaine. C'est peut-être bête à dire. Non, pas du tout. Non, c'est essentiellement ça, c'est essentiellement une approche humaine. Moi, j'ai eu une approche humaine complètement. Et donc, après 20 ans passés, donc le livre et le résultat, c'est pas un résultat, mais est le dépôt, on va dire, fait après 20 ans dans cette curiosité qu'on nomme éveil. Mais en fait, je reviens, et ça revient, c'est ce que je vous ai dit à un moment, c'est qu'au moment où j'ai fini le livre, c'est comme si, ça y est, c'était fini. Donc depuis, en fait, je reviens à une simplicité d'évidence, et à un vivre aussi simple, avec simplement cette conscience, voilà, qui s'est reconnue et qui se rappelle, qui évite, qui se perd plus, quelque part ne se trahit plus. Parce qu'en fait, on est tout le temps en train de se trahir. On est habitué et on aime bien se mentir à nous-mêmes. Mais on va voir les paradoxes que ça implique. J'aimerais lire cette page. Avertissement. Premier point, tout caractère est purement imaginaire et toute situation purement fictive. Deuxième point, tout se joue et est joué dans la conscience et n'a pas plus de réalité qu'un rêve ou qu'une représentation. Troisième point, il n'y a personne. Ce monde, bien qu'apparemment tangible, est virtuel, à défaut d'être vertueux. Quatrième point, la psyché est le miroir du réel. Rien de ce qui s'y réfléchit n'a de réalité propre en soi. C'est un jeu innocent dans la conscience. L'apparent n'est pas le réel. Avertissement, hein. C'est confirmé. Cinquième point. La conscience est le seul témoin invisible de son propre théâtre d'ombre et ne joue qu'en elle-même. Sixième point. Conscience elle-même non représentable, mais pure essence et jouissance absolue. Septième point.
il n'y a vraiment rien à dire, car il n'y a personne pour le dire et personne pour l'entendre. 8e point, la conscience est à elle-même son propre paradoxe, insaisissable et indéfinissable. Reste le silence et l'étonnement, la conscience demeure. Et à travers ce que je viens de lire, la première question c'est, dans ce cas-là, pourquoi en parler ? On peut ne pas en parler. Pour moi, donc très relativement, c'est simplement en fait un témoignage. Voilà. Je pose un témoignage, pas plus. Et éventuellement pour certaines personnes qui auraient eu l'opportunité ou la fantaisie d'avoir le même genre d'expérience et qui auraient éventuellement quelques ennuis avec ça, ou quelques soucis avec ça. Voilà. Donc c'est un témoignage d'humain à humain, voilà, à mes frères humains, et sœurs bien sûr, pas plus. Et encore une fois, je l'insiste, mais c'est pas une nécessité. L'éveil, c'est pas une nécessité. En fait, je sais pas si je le dis dans le livre, toute la vie est le processus de l'éveil, se déployant, donc de la naissance à la mort. En fait, il n'y a pas besoin de s'éveiller avant. Donc les éveillés sont des curiosités, si on veut dire, si on peut dire qu'il y a des éveillés, parce que c'est toujours pareil. Voilà. Mais on n'a pas besoin de ça. Toute la vie est parfaite. Le déroulement d'une vie humaine normale est parfaite. Donc on se pose des questions, qu'on soit en quête de l'éveil ou qu'on ne soit pas en quête, ou que la spiritualité est quelque chose qui ne nous intéresse absolument pas. De toute façon, la vie, avec un grand V, nous amène à découvrir la conscience. On y retourne, on en vient, on apparaît comme forme dans la conscience et à la fin, on disparaît comme forme dans la conscience. Donc la conscience demeure toujours. Donc il n'y a pas d'enjeu quelque part. Sinon, le seul enjeu de la conscience, c'est sa joie. C'est cette espèce de folie, on pourrait dire, de divine comédie, où tous les rôles se jouent sur le théâtre du manifesté, quoi. Mais il n'y a pas quelque chose à accomplir, il n'y a pas une mission. Il n'y a pas de mission. C'est purement gratuit. Et ça, c'est pour beaucoup de gens, c'est insupportable parce que bon, il leur faut une mission. Donc, moi, j'ai rien contre. Hein, s'ils veulent garder leur mission, gardez votre mission. Mais il n'y en a pas. Et j'ai eu la question à Toulouse il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de but non plus. Je veux dire, le but, c'est son être. Donc, le but, il est à l'origine. Donc, il est toujours là. Et il est toujours là tout le long. C'est ça qui est. Sauf que, bien sûr, comme on se prend pour la forme, le personnage, bon, on se voit plus. Mais ça n'a pas d'importance, parce qu'en fait, à la fin, on rigole parce qu'on s'est joué un bon tour. En fait, chacun de nous se joue à lui-même un bon tour. C'est comme les enfants, on fait comme si. On ferait comme si je serais un garçon, comme si je serais une fille, comme si je serais grand, comme si je serais ci, comme si... Mais en fait, c'est qu'une histoire de... enfantine. Une histoire qu'on se raconte. C'est qu'une histoire qu'on se raconte. Alors, est-ce qu'il y a, puisqu'on parlait des mots et du sens des mots, et qu'il n'y a pas de but à travers ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a un sens de votre point de vue à tout ça ? Le seul sens, c'est éventuellement la joie. C'est la joie du jeu. C'est la joie du jeu. C'est le manifester, c'est le jeu. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre, oui, qu'un jeu. C'est qu'un jeu. Je dis ça dans une interview. C'est comme des enfants qui jouent à construire des châteaux de sable et qui les piétinent la minute d'après. Rien ne reste, sauf la joie. Alors on va avoir l'occasion, parce que j'entends forcément des personnes potentiellement derrière leur écran qui disent non, mais là, il est fou. Voilà, il est fou. Donc on va rentrer dans le détail, on va pouvoir aborder les questions que vous posez et d'autres. En tout cas, peut-être pour celles que je n'aurais pas posées durant cette émission, eh bien, voyez avec le livre, ou notamment contacter tout simplement Charles Coutarel. Il y a en bas de cette vidéo sur le site, je précise, et pas sur YouTube, eh bien, tous les liens pour pouvoir rentrer en contact avec lui. Charles, alors Satoji, si je le prononce bien,
C'est un pseudonyme, c'est un surnom, c'est un nom? C'est un nom que j'ai utilisé en Inde pendant quelques années, puisque j'ai principalement partagé en Inde, très peu en France, parce que j'étais allé là-bas, et c'est là-bas que j'ai pris conscience de ce que je partage principalement maintenant, c'est-à-dire ce principe de l'attention. Et donc les gens me demandaient comment je m'appelais, Charles. Mais Charles, pour eux, c'est imprononçable. Et j'ai eu j'ai eu la chance, la joie de rencontrer un joli swami indien. On dit swami pour dire un petit signe déférent de respect. Un monsieur, quoi. Qui apparemment m'avait pris en sympathie, très agréable, très jovial, très cordial, et qui m'a demandé si je voulais pas prendre un nom, quoi. Alors j'ai dit moi je sais pas. Et c'est comme ça que j'ai reçu ce nom de Satoshi, qui veut dire quoi? Eh ben Sato, alors Sato, ça peut se traduire le plus simple, c'est l'être. Donc ça c'est Nisargadatta, que je remercie pour ça, parce qu'avant on dit souvent en avant la vérité ou le réel. Alors la vérité et le réel, c'est tout de suite c'est oulala. Alors que l'être c'est simple. Bah oui, l'être. Voilà, donc c'est l'être, c'est le respect, et J c'est le respect de l'être. Le respect de l'être, d'accord. Voilà. Combien de temps en Inde vous êtes resté? Sur une période de 10 ans à peu près. Ouais, quand même. Alors j'ai pu regarder sur le net. Des allers-retours, pas en fixe. D'accord. Je cherchais une photo de vous. Et j'en ai vu une où je ne vous ai pas reconnu sur le coup. Et là, je voyais effectivement un swami, potentiellement un Indien, les cheveux longs. Un sadhu. Oui, totalement. Donc, alors, vous aviez quel âge dans cette période-là, à peu près? 42 ans. 42 ans. J'ai l'air d'en avoir 30. Sachant que l'événement en question est survenu dans votre vie à l'âge de 35 ans. 35 ans, oui. Vous n'étiez pas, à l'époque, en quête de spiritualité. C'était un milieu qui vous intéressait? Non, pas spécialement, parce que moi, tout ce que j'avais gardé de la spiritualité comme ça, une notion générale qui correspondait plutôt à la culture catholique française. Ouais. Donc ça m'attirait pas spécialement. Par contre, j'avais une connexion avec la nature. C'est la nature qui m'a reconnecté. Donc c'est plus une spiritualité chamanique, on dira. Ou naturelle. D'accord. On n'a même pas besoin de dire chamanique, parce que c'est déjà, ça implique déjà beaucoup plus de choses. Enfin bon, on peut mais naturel. Voilà, l'esprit, il est partout. Si on parle d'esprit, l'esprit spirituel, il est partout. Donc il est dans toutes les choses. Il n'est pas que dans les êtres, il est même dans l'air, il est là, il est partout. Il n'y a que de l'esprit, en fait. Si on pourrait reprendre ça, en fait, au lieu de dire conscience, on pourrait dire esprit. Mais bon, pas esprit au sens de l'esprit dans ma petite boîte crânienne. Ouais. Mais le feu voilà, il est partout. Donc l'essence est partout. La quintessence? La quintessence, c'est l'essence. La quintessence, c'est éventuellement... moi, ce que j'appelle la quintessence, c'est l'essence. C'est-à-dire que la quintessence, j'aime bien comme la nature, donc c'est les sens. C'est les 5 sens. Donc la quintessence, c'est les 5 sens qui s'unifient et qui rejoignent l'essence. D'accord, je comprends. Pour moi, c'est dans mon langage des oiseaux à moi. C'est pas du tout une référence littéraire ni philosophique. La notion de quintessence à travers les 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, et ce qui réunit. Alors, tout dépend si on est en Asie ou en Europe, mais d'avoir donc ces 4 éléments qui finalement sont issus de cette quintessence et amènent à la quintessence. Oui, mais moi je reviens plus simple que ça, parce que les 5 sens, on les a. On n'a pas d'imaginer des éléments. On a les 5 sens. Voilà. Donc, on les incarne déjà. Donc, il suffit de les vivre quelque part. En fait, et c'est ça. En fait, mon retour, ça a été un chemin de revivre en marchant au départ simplement et en allant vers la nature. Et la nature, en fait, c'est ça. Et on la vit à travers les 5 sens. Tout nous est fourni à travers les 5 sens. Donc, s'il y a une quintessence, c'est bien celle-là, c'est cette réunion non niée des 5 sens. Parce que bien sûr, dans notre culture, on nie les sens. On accepte la vision,
l'ouïe, le toucher pas trop, le goût, bon, si c'est ça va, le senti, ça sent pas toujours très bon. Donc, on a des sens atrophiés. Alors que quand on revient aux sens et qu'ils sont quelque part dans une synergie naturelle, tout se réunit. En fait, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis revenu comme ça, dans une espèce de yoga naturel, on pourrait dire. Une réunion. Mais à travers les sens. Et c'est ça qui est beau. Enfin, moi, je trouve ça magnifique parce que tout est là. On n'a pas besoin d'aller les chercher dans un notionnel quelconque, quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je nie le notionnel ou... Il faut aller chercher quelque chose ailleurs. Mais c'est là, c'est déjà là, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que j'ai découvert petit à petit en marchant. Plus ça allait, plus je trouvais ça merveilleux. Parce que tout se révèle à soi-même, quoi. C'est pour ça que vous aviez... Alors, pour la petite information, pour situer un peu le cadre, donc à l'âge de 35 ans, vous êtes en Grèce. Oui. Et vous commencez votre livre en expliquant le cadre que vous êtes allongé sur votre lit. Vous aviez les pieds brûlés. Donc marcher, c'est quelque chose apparemment qui vous plaît, mais pieds nus, tant qu'à faire. Oui, voilà, il s'est trouvé que c'était un mauvais concours de circonstances. J'avais de très mauvaises chaussures, parce qu'effectivement, mais là en Grèce, c'est très caillouteux, c'est très sec, il y avait un beau soleil. Et j'ai fait je ne sais pas combien de kilomètres en me perdant, parce que forcément en Grèce, tout était à l'époque en grec. Je ne pratique pas le grec, enfin très peu, donc pour déchiffrer les panneaux, c'était très difficile. Donc j'ai marché comme ça pendant des heures. Et donc là, je suis revenu la première journée sans avoir atteint mon but, mais après, donc j'avais repéré, et je suis retourné le lendemain. Donc, et mes pieds étaient déjà à moitié cuits. Et le lendemain, en revenant, donc j'ai pris un bus, parce que j'avais repéré qu'il y avait un bus. Je suis allé voir, il y avait un site que je voulais voir. Et puis je sors de ce site qui était un peu en hauteur, et je vois la ville de Naxos, qui était là, à vol d'oiseau, c'était pas loin. Donc je me suis dit, et puis je vois un petit chemin perdu dans la nature, hors de la route, les anciens chemins de muletiers ou de... Et je suis parti sans réfléchir. Et donc, quand je suis arrivé au retour, j'avais les pieds complètement brûlés. Donc, ça m'a obligé à me poser. Repos forcé dans la chambre. Alors, ce qui, moi, m'interpelle, c'est justement que vous fassiez part que vous êtes allongé sur votre lit et que vous dévidez le fil de votre vie. Et sans embâche, vous décidez de ne pas vous mentir à vous-même. Et la question qui me vient de prime abord, c'est pourquoi, à l'âge de 35 ans, dans cette situation-là, on pourrait peut-être se demander pourquoi êtes-vous parti en Grèce? Est-ce que vous avez décidé de fuir quelque chose, la France, la famille ou autre? Ou c'était juste pour le plaisir du voyage? Oui, non, c'était le plaisir du voyage. Et puis j'avais lu un livre... J'avais ce projet de Grèce depuis très longtemps, depuis que j'avais 18 ans. Ah oui. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon. Et puis ça s'était jamais fait. J'ai fait 2 ou 3 projets et chaque fois les projets ont été annulés. Bon, un coup c'était les colonels, un coup c'était autre chose, un coup, enfin bon. Et là j'avais lu un livre peu de temps avant et il y avait un passage sur Delphes. Et en lisant ce passage-là, je me suis mis à frissonner de partout. Alors je me suis dit, faut que j'y aille. Finalement, faut que j'y aille. Et je suis allé à Delphes après, mais là, la première fois, non, le chemin m'a emmené sur les îles des Cyclades. Donc, c'était pas du tout Delphes, mais ça, quand même, la Grèce devait vouloir un peu de moi. Donc, alors, quels étaient, c'est pas tant un questionnement que de faire défiler sa vie sans se mentir. Pourquoi C'était déjà quelque part un chemin que j'avais initié quelques années avant, ou un jour où je m'étais retrouvé avec des amis, une fête. Et les fameux amis, je les entendais parler de moi, et je me reconnaissais absolument pas dans ce qu'ils décrivaient de moi. C'était pas moi, quoi. La personne dont ils parlaient, c'était pas moi. Donc ça, ça m'est apparu vraiment fort et clair, quoi. J'ai dit, mais ils parlent de qui? C'est pas moi, ça. C'est pas moi, c'est pas moi. Donc, sans l'expliquer, mais bon, l'explication est très simple, c'est-à-dire que les gens projettent toujours sur vous une image qui est rarement ce que vous êtes.
Mais là, je l'ai vu suffisamment de façon forte pour me dire, mais c'est pas moi, donc je suis pas ça. Donc je savais pas qui j'étais. Mais quelque part, ça m'a déterminé à dire, bon, bah, j'arrête tout. J'arrête tout, parce que j'ai pas envie d'être en relation avec des gens qui me définissent alors que c'est pas moi. Donc j'ai décidé ça peut paraître prétentieux, à savoir donc alors que les autres se connaissent, on peut peut-être penser que les autres ont un regard sur soi qui est peut-être plus juste que soi-même. Parce que se connaître soi en tant que tel, c'est pas forcément évident. Bon nombre de personnes ne se connaissent pas. Mais c'est ce que j'ai vu. J'ai dit, bon, moi je sais pas qui je suis, mais je sais que je suis pas ça. Ah d'accord. Je sais que je suis pas les définitions que les gens me plaquent dessus. Donc je sais pas qui je suis. Et je sais pas si je vais le découvrir, mais je vais aller vers ça. Donc, et la première des choses que je me suis mis comme une espèce d'ancrage en moi, c'est d'essayer d'être le plus vrai possible, le plus authentique possible, pas plus. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour vous poser cette quête vis-à-vis de vous-même ou cet engagement tous les petits inconforts des quotidiens, avec tous les petits compromis, les faux sourires, les fausses réponses, les semi-hypocrisies qu'on peut faire dans une vie ordinaire, quoi. Et j'ai dit, je veux plus de ça. Voilà. Tout les fausses sorties, les fausses excuses, le jeu relationnel, qu'est-ce qu'il est, mais bon, je l'ai senti à ce moment-là comme quelque chose dont je ne voulais plus, quoi. J'en voulais plus. Donc j'ai dit, je sais pas, mais je vais essayer d'être simplement le plus authentique possible. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un m'embête, au lieu de pas lui dire et de... je lui dis, voilà, tu m'embêtes. Voilà. Donc c'est basiquement, simplement des choses comme ça. Et puis j'ai commencé comme ça, et ça m'a amené à ce moment-là, chambre d'hôtel, cette petite chambre, où j'ai continué ce travail que je faisais déjà depuis quelques années finalement. Ah oui. Bah oui. En cheminant, je le faisais petit à petit. Je l'ai pas fait d'un coup. Donc là, c'était un peu le coup de polish final, oui, quoi, ou le coup de balai final. Je comprends. Parce que lorsque vous parliez d'entendre vos amis qui parlaient de vous et que vous ne vous reconnaissiez pas, vous aviez peut-être la vingtaine, c'est-à-dire que le désir d'être... 30. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que mon chemin, voilà, 30. Ouais, c'était quasiment 30. Donc en fait, pendant 5 ans, donc, pour remettre un peu dans le contexte, à partir de ce moment-là, j'ai essayé d'être authentique, c'est-à-dire de plus mentir, de plus faire de faux machins, de faux compromis, de fausses déclarations. Voilà. Ça m'a fâché avec beaucoup de gens, hein. Je vous rassure. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé du tout ma volonté d'authenticité et pas de vérité, parce que bon, il ne s'agit pas de vérité, là, il s'agit d'essayer d'être vrai. Il ne s'agit pas de vérité, il s'agit d'essayer d'être vrai. C'est-à-dire que si je ne sens pas ce qu'on me dit, je dis, non, je ne le sens pas. Au lieu de dire, ah bon, d'accord, tu crois, peut-être, oui, si tu veux. Et puis on se retrouve, et je me suis retrouvé plusieurs fois dans ma vie comme ça, à accepter des choses avec lesquelles j'étais pas fondamentalement, je sentais que j'étais pas fondamentalement en accord avec ces choses-là, que j'ai accepté, et à chaque fois je me suis pris de jolis revers, pour le dire poliment. Et à chaque fois, bien sûr, à chaque fois, qui est-ce qui paye ? C'est vous qui payez. L'addition. Voilà. Oui, on t'avait dit de venir, mais on t'a pas obligé. Ah oui, d'accord, maintenant je suis dans dans les ennuis, et tu te débrouilles. Donc j'ai commencé à resserrer un peu, voilà. J'ai une formation un peu pratique, voilà, donc on resserre un peu les boulons, on retend un peu les écoutes sur les voiles, voilà. On resserre, quoi. Donc j'ai fait ça en fait, voilà. À partir de ce moment-là, j'ai resserré mes boulons, quoi. Est-ce que ça a été difficile justement de se voir ou d'accepter de se voir tel qu'on en est, justement, parce que il y a quelque chose que j'aimerais mentionner. Vous dites, la conscience n'a jamais été dupe de tous ces jeux, de tous ces rôles. Alors, si elle n'a jamais été dupe... La conscience, oui. La conscience. La conscience non identifiée. Oui. Pas la conscience identifiée, parce que la conscience identifiée, c'est le personnage pour qui je me prends, ou pour qui je me prenais encore. Je me prenais pour un garçon, je me prenais pour le fils de, le frère de, etc., le compagnon de. Mais ça, c'est la conscience identifiée, c'est pas la conscience. Donc, en français, on n'a pas beaucoup de termes, donc c'est limité. Alors on peut mettre un grand C. Ce que je voulais dire par là, c'est que
pour vous en tout cas, le chemin qui est peut-être, parce que c'est pas c'est pas un élément qui a marqué disant voilà, pour arriver à, faut obligatoirement passer par ce dont on parle vous concernant. Donc c'est votre chemin à vous. C'est mon chemin, c'est absolument pas une référence. Voilà. Nous sommes d'accord. Et ce que je voulais dire par là, c'est parce que vous mentionnez après 3 ou 6 autres éveillés très connus, dont un en tout cas qui moi m'a interpellé, c'est Stéphane Jourdain, qui à l'âge de 15 ans se met à vraiment mentaliser, à cogiter, à aller au fond de cette question, de celle de Descartes, cogito et ergo sum, et d'arriver donc à franchir quelque chose qui fait que voilà, ça éclate. Et vous concernant, dans le fait de vouloir être vrai avec vous-même, est-ce que vous vous êtes à un moment donné aperçu de voilà, tiens, je suis manipulateur, je peux aussi tromper, je peux mentir, enfin toutes ces facettes. Oui, bien sûr, manipulateur non, mais me tromper et tromper forcément, être quel est le terme, menteur. Ouais. Bien sûr, j'ai été menteur. Qui n'a pas menti? Mais justement, donc j'ai dit bon et ça marche pas en plus. C'est le problème, c'est que quand on se rend compte qu'on ment et qu'en plus on paye un mauvais tarif pour ça, ça n'a aucun intérêt de mentir. Donc plus ça va, bon après il y a toutes les vieilles habitudes. Donc mais encore une fois en faisant ce petit travail entre guillemets de ce que j'appelle authenticité, d'arrêter d'être faux quoi, d'arrêter d'être faux. Donc de mentir, de tricher, de tromper. Mais ça ne doit pas être forcément évident. Non, c'est pas évident parce qu'il y a tout le conditionnement qui... Tu vas pas faire ça, qui réagit, qui dit mais t'es fou. Et effectivement, bon, des fois on se met dans des situations inconfortables parce que les gens en face avec qui on échange et qu'éventuellement on remet des choses un peu en place, ils apprécient pas forcément. Mais bon, et ils ont le droit de ne pas apprécier, mais moi j'ai le droit aussi d'être vrai. J'ai le droit d'être authentique. Ce qui interpelle, en plus dans le livre, je pense que je le citerai à un moment donné pour le plaisir de le citer, mais vous mentionnez le fait que quand on est vrai avec soi, il ne s'agit pas d'être dans le bien, le mal. Ah, pas du tout. Il vous parlait justement d'une éthique qui est personnelle. Et cette éthique, elle est hors cadre des conventions d'une société, hors cadre des étiquettes de ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. C'est-à-dire que ce que vous pouvez poser comme acte, comme parole, comme fait vis-à-vis par exemple d'un groupe qui serait là, qui serait témoin, pour vous, vous faites ce qui est juste par rapport à votre éthique, donc vous êtes vrai avec vous-même. Cependant, ce que vous pourrez faire, dire, serait perçu potentiellement par rapport aux us et coutumes d'une culture comme étant quelque chose de faux, d'incongru, de mal poli, de malotru. Je passe souvent pour un malotru. C'est ça. Donc, oui, mais on n'est pas là. Enfin, quand je fais un partage, les gens viennent éventuellement pour me voir. Sans ça, ils viennent pas. Donc, s'ils viennent me voir, ils prennent le risque de venir me voir. Oui, dans ce sens-là, oui. Ils prennent le risque, sans ça, je l'ai dit, les gens commençaient à m'embarquer sur un terrain. J'ai dit, moi, ça m'intéresse pas. Si vous voulez parler de ça, c'est bien. Moi, je vais boire une bière, je vous laisse. Hein. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis pas là pour refaire le monde ou refaire, définir des notions telles que la religion ou la spiritualité. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour voir est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est vraiment là. Voilà. Moi, maintenant, c'est encore plus simple parce que c'est simplement de voir si je suis vraiment là. Et si je suis vraiment là dans une connexion consciente à mon être. Quand je suis dans cette connexion-là, tout va bien. Tout le reste, c'est des histoires. Voilà. Et voir la différence que ça fait ici, donc en vous, hein, pas dans l'idée de la chose, mais réellement, quand je suis en connexion avec cet être, il y a un bien-être naturel qui émane. Alors que quand je suis en connexion avec mes histoires, suivant l'histoire, le bien-être, il n'est pas forcément là, ou il est relatif et conditionné à une bonne suite d'événements. S'il y a une mauvaise suite d'événements, je vais pas bien, je suis pas content, nanana. Alors que l'être ici, il dépend pas de ça.
C'est ça la différence. Donc il y a eu un chemin pour en arriver là, il y a un chemin. Moi je nie pas les chemins ni le travail pour y arriver. Un travail entre guillemets de conscience. Mais une fois que ça s'est reconnu, voilà, c'est la fidélité. Là on est fidèle. On est fidèle à ce qu'on est vraiment. Et non plus aux images projetées, que ce soit les nôtres ou celles des autres. Mais c'est ça qui... J'insiste. Alors des fois, je suis très désagréable. Si c'est pour confirmer ce que vous disiez, des fois, je peux paraître très désagréable, voire, comment on dit ? Rentre dedans, rugueux. Voilà, un peu fort. Oui, je comprends. Vous sentez le sabre. Voilà. Des fois, je sors le sabre. Voilà. D'ailleurs, il y en a ici. Il est prêt. Exact. Et pour moi, c'est important de revenir à cet élément-là. Parce que on parlait de ne pas se mentir à soi. Et quand on ne se ment pas à soi, il y a potentiellement les histoires des autres vis-à-vis de vous qui pourraient se dire et qui projettent sur vous en disant bah voilà, il ment, il manipule, il est comme ci, comme ça. Enfin, tout ce qui, en eux, en tout cas, n'est pas mis en conscience. Ça les regarde. Oui. Ça ne me regarde pas, moi. Exactement. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi. Hein. En plus, voilà, pour revenir un peu, c'est un témoignage. Je fais un témoignage, encore une fois, un témoignage humain. Donc, je ne suis pas en train de vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, si quelqu'un peut en bénéficier, tant mieux. Si ça intéresse, et bon, j'allais dire personne. Il y a forcément 3-4 personnes, puisque vous êtes venus. Déjà, ça en fait une. Enfin, peut-être 10, peut-être 20, j'en sais rien. Bon, mais c'est simplement, voilà. Ça, c'est pareil, c'est la même authenticité, c'est la même fidélité qui dit, bon, bah, je ne peux pas ne pas témoigner. Je ne peux pas ne pas témoigner. Pour ce que ça vaut pas plus que ça, c'est mon témoignage, mais je ne peux pas ne pas le faire. Donc, il est fait. Alléluia, il a été publié, double Alléluia. Et ce qui a été très intéressant pour moi, quand j'ai fini ce livre, donc la première version qui n'était pas papier mais qui était numérique, Internet, c'est comme si, voilà, j'avais enfin posé ce témoignage. Donc quelque part, le dépôt dont j'étais quelque part responsable, puisque je l'avais vécu, donc je ne pouvais pas dire que je ne l'avais pas vécu, était posé. Donc j'avais quelque part fait mon boulot. Donc après je fais comme ça, comme un certain... J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Maintenant, voilà, je ne peux pas faire plus. Voilà, on peut me demander plus, bien sûr, les gens peuvent toujours demander plus, mais moi, je dis, je ne peux pas faire plus. Voilà, je fais mon partage, je vous l'offre direct tout de suite maintenant. Ça vous parle, tant mieux, ça ne vous parle pas, je suis désolé, allez voir ailleurs. Bien sûr. J'ai pas la prétention d'avoir, voilà, le Saint Graal universel. Donc, mais c'est simple, c'est direct, c'est pratique, c'est applicable. Et on peut faire l'expérience tout de suite maintenant. Encore une fois, c'est pas ici, c'est pas dans la tête. Dans la tête, on peut le comprendre. C'est ce que j'appelle du notionnel, on peut comprendre. Mais voilà, si ça encore une fois, les 5 sens, si ça vient pas dans le corps en résonance, bah on reste dans une espèce de fantaisie psychique, je dirais. Mais il n'y a pas du tout de reconnaissance. La reconnaissance, ça se fait dans les fibres du corps. C'est tout le corps qui reconnaît. C'est pas juste la tête, c'est pas juste une idée reconnue. C'est un ensemble. C'est tout le corps qui participe de ça. Parce que tout le corps est intelligence. C'est pas l'intelligence du QI intellectuel. C'est l'intelligence. Chaque fibre, chaque atome, chaque cellule est intelligence. Bon, maintenant, en plus, ça devient de plus en plus connu par les quantiques, les scientifiques qui en parlent, ou les biologistes, ou enfin tout un tas de scientifiques. Mais c'est ça, donc on revient là, et là, bah, voilà, voyez pour vous-même, encore une fois, je dis toujours, voyez pour vous-même, ne croyez rien de ce que je vous raconte, faites l'expérience, mais si je ne fais pas l'expérience, si je reste juste dans l'idée de l'expérience, je peux dire ce que je veux, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, c'est des cendres dans le vent, quoi. Ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire ou ça veut dire ce que ça veut dire. Mais si ça reste au plan de l'intellection, si ça descend pas, l'intérêt dans le corps, s'incarner, voilà, il n'y a pas de reconnaissance. Il y a une intellection, éventuellement, de la chose, mais c'est tout. Ça change rien. Une intellection ne change rien.
Elle n'a pas d'effet solide. L'ancrage. Voilà. C'est pas incarné. C'est pas... voilà. Puisque vous avez mentionné le fait que pour vous, dès le moment où vous avez pris cet engagement vis-à-vis de vous-même, de ne plus vous mentir et d'être dans cette transparence vis-à-vis de vous-même, que vous vous êtes fâché avec pas mal de personnes, comment est-ce que la famille notamment a pris... À peu près pareil. Ah ouais. Oui, à une époque, ils m'ont carrément pris pour un fou. Et voilà, parce que j'avais cassé les codes, quoi. Enfin, j'avais rien cassé, juste, je jouais plus les codes. Oui, c'est ça. J'ai rien cassé. Je me suis pas fâché avec les gens. C'est plus les gens qui se sont fâchés avec moi. Moi, je me suis pas fâché avec eux. Je leur ai dit non. Donc c'est eux qui éventuellement se sont fâchés parce qu'ils n'attendaient pas ça. Ou ça m'est arrivé avec de vieux amis, j'étais invité sur une table et puis au bout d'un moment je dis écoutez, je suis désolé, je m'en vais parce que j'ai rien à faire ici, quoi. Ça m'intéresse pas, quoi. Donc désolé, merci pour tout et au revoir. Et je partais. Donc forcément, ils jouent plus le jeu, quoi. Voilà, quelque part, je jouais plus le jeu. Donc famille, amis, pareil. Hein. Mais je me suis fâché avec personne. J'ai agressé personne, directement. Que se soit senti agressé parce que je jouais plus le jeu, ça c'est. Mais encore une fois, ça c'est pas mon histoire. Ouais, ça les concerne. Ça les concerne. Je comprends bien qu'ils se soient sentis agressés, voire blessés, mais moi j'ai pas cherché à les blesser ni à les agresser. Bon, que mon attitude les ait blessés, ou qu'ils se soient sentis blessés par mon attitude, oui, j'y peux rien, mais bon, c'est comme ça. L'authentique de vous est à ce prix-là aussi. Donc cet engagement pour être vrai avec soi, et alors que vous défilez comme ça ou dévidez le fil de votre vie, vous ressentez dans votre corps des pulsations et qui sont de plus en plus... D'abord j'ai dévidé à un point où il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que j'ai continué mon petit travail, donc comme en plus j'étais coincé, je ne pouvais pas bouger, enfin j'arrivais à peine à aller jusqu'aux toilettes, oui, je ne pouvais plus marcher sur mes pieds. Donc à un moment donné, à force de dévider, il y avait du vide, il y avait plus j'avais plus rien à dévider, enfin tout, en plus les gros dévidements s'étaient manifestés, donc pouf, donc je me suis retrouvé devant un vide, il n'y avait plus rien qui me venait du tout à l'esprit. J'avais plus d'histoire quelque part, puisque je les avais toutes sorties. Relativement parlant, c'est jamais exact, mais dans le moment, c'était... Voilà, donc je me suis retrouvé dans un vide, dans une non-mentalisation de quoi que ce soit. Donc je me suis juste... J'étais toujours allongé, et là, dans ce pas de mentalisation, la pulsation s'est fait sentir. C'est-à-dire comme mon attention, pour reprendre des termes que j'utilise maintenant, n'était plus captée par une mentalisation permanente, ou très importante, là l'attention est revenue se poser sur ce qui était là, avant le déployer mental. Donc la pulsation du corps. Et du coup, mon attention s'est complètement redirigée vers ça. Je l'explique maintenant, à l'époque, j'aurais pas été capable de vous l'expliquer. et c'est complètement plongé là-dedans. Et cette pulsation a commencé à tout emplir, voilà. Tout emplir. Basiquement cardiaque. Attention au micro. Ouais. Attention au micro, oui. Il est au bon endroit. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Et ce boum, 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 boum a tout rempli et tout s'est complètement... Parler de dissolver. Dissous dans ce cœur, quoi, dans ce cardiaque, dans cette pulsation. Alors après, c'est là effectivement, on arrive, un psychiatre m'enferme sans doute tout de suite, parce qu'effectivement, le monde disparaît, y compris la personne, y compris le corps. C'est ça, je voulais justement, quand vous dites ça, je voulais y revenir, quand vous dites le monde disparaît, est-ce que vous voulez dire que devant, entre guillemets, vos yeux, le monde des formes reste en place, mais il y a autre chose qui prend place? Non, tout disparaît. Alors c'est quoi? C'est le noir dans vos yeux? Oui. Oui, j'ai même plus de corps, j'ai plus qu'une conscience. Avec le dernier soubresaut de cette conscience-là, c'est cette pulsation, c'est ce cœur qui bat. Voilà. Et tout disparaît là-dedans.
tout s'engloutit dans cette pulsation, jusqu'à un moment donné où la pulsation elle-même s'engloutit. Et donc il ne reste plus que, effectivement, un noir conscient, vous pourrez le dire. Ce qui n'est pas un noir d'ailleurs. C'est-à-dire que les sensations physiques, les cinq sens, il n'y a plus rien. Plus rien, plus de table, plus de chaise, plus de derrière. Et un voile, enfin, comme si vous aviez un voile devant les yeux ou... Non, comme si justement j'étais une ouverture consciente complète, quoi. Une ouverture consciente, mais sans aucun objet. Voilà, sans aucun objet, sans aucune forme. Alors, excuse-moi, vraiment, parce que j'ai... Mais c'est pas une nécessité, hein, c'est une anecdote. J'entends bien, mais ayant vécu un petit peu quelque chose qui est similaire ou qui se rapprocherait, je voudrais essayer d'éclaircir quand vous dites que tout disparaît. Est-ce que le monde, en apparence des formes, c'est-à-dire reste en place, mais il y a tout disparaît dans le sens où tout ne fait qu'un, entre guillemets. Non. Tout disparaît. Tout disparaît. Et forcément, après, tout ne fait qu'un, mais c'est un tout sans rien, sans chose, sans objet, sans forme. D'accord. Sans pensée non plus. D'accord. C'est une ouverture consciente qui est sans fin, sans limite, sans... Il y a de quoi flipper de voir que vous êtes tout seul au monde. Mais non, parce qu'il n'y a même pas l'idée de soi-même, d'un soi séparé. Il n'y a pas l'idée d'un soi séparé, il y a juste une ouverture consciente. Donc il n'y a plus une identification, c'est moi. Il n'y a plus de moi là. Il y a juste cette ouverture-là. Cette conscience, en fait, qui n'est que conscience. Qui n'est que conscience. Une espèce de conscience... je disais virtuelle, vivante, potentielle, voilà, qui est absolument vivante, mais qui est absolument sans forme. C'est venu progressivement, c'est monté la pulsation amplifiant. Oui, voilà. Et à un moment donné, tout a basculé. Et par rapport à cette montée, est-ce qu'il n'y a pas eu une peur qui est venue? Non, j'ai pas eu le temps d'avoir peur. Ah oui, c'est monté rapidement alors? Pas dire. Oui. Je peux pas le dire. Je peux pas dire ça, mais non, j'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'ai pas eu le temps d'avoir peur. Et là-dedans, alors quelque part après, là-dedans, c'est révélé donc à un plan un peu, comment dire, mental, on va dire, l'évidence que je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je suis pas... et que tout est un. Voilà, pour les grands mots de la spiritualité. D'accord. Tout est un. Tout est cela. Voilà le mot de la tradition indienne. Conscience. Voilà. Tout est cela. C'est l'absolu. Parce que le mot que j'avais, c'était l'absolu. C'est absolu. Donc absolu de tout mot, de toute notion, de toute forme. Mais vivant. Donc moi, à la limite, si je devais inviter quelque chose, c'est soyez vivant, parce que c'est éminemment vivant. Et le corps, quand on le laisse se reconnaître, est vivant merveilleusement. C'est merveilleux. Et la nature est merveilleuse, la nature naturelle, pas la nature rabotée. c'est vivant. C'est extraordinaire. Et c'est joyeux en plus, parce que ce vivant-là, il est exultant, on pourrait dire. Oui, bon, on n'a pas besoin d'exulter tout le temps. Oui, vous parlez de jouissance. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Mais effectivement, bon, encore une fois, bon, voilà, on peut classer ça sans doute psychiatriquement dans certaines expériences. Et bon, maintenant, ça n'est que, voilà, pour moi, la plus grande question qui s'est posée après, c'est pourquoi je suis revenu? Parce que après, je me suis retrouvé incarné, retrouvé forme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Puisque ça n'est que du... Voilà. Donc après, il a fallu que je débrouille certaines choses que parce que j'avais pas la moindre idée de ce genre de choses, n'ayant jamais fréquenté les ouvrages spirituels qui pouvaient éventuellement parler de ça, non, j'avais aucune référence, quoi. C'est intéressant le terme que vous avez employé, encore une fois. Voilà, je vous cite. « Quand je dis ou écris que tout disparaît et s'engloutit, je dis bien tout. »
Rien de ce qui est forme définie ou séparée n'existe plus. Toute matière, tout matériau, tout est transformé, informé entre guillemets, anéanti, fluidifié, fondu dans cette pulsation qui est le cœur, l'énergie de la vie entière, totale. Une matière, entre guillemets, immatérielle, mais immensément vivante, matière première de toute vie. Et je suis cette matière et tout est cette matière. Lit, chaise, ce corps humain, les murs même sont cette matière immatérielle vivante. Rien d'autre que cette matière, entre guillemets, que cette conscience, entre guillemets, naît. Tout est cela, tout naît de cela, de cette matière de vie, de cette énergie, entre guillemets, atomique. Tout est atomisé en ce cœur, en cette source de toute vie. Et je suis cela et tout est cela. Alors, je me vois. Je vois, entre guillemets, cette identité qui se croit ou veut se croire une personne séparée, différente du monde et des autres. Et je vois, entre guillemets, tout ce que ce moi a dépensé d'énergie pour construire, pour édifier ce moi. Et je vois qu'en ce moi, en ce je que j'ai construit, quelque chose, une conscience, n'a jamais été dupe de tout cela, de tous ces jeux, entre guillemets, de tous ces rôles. Je m'arrête là. Alors, si je cite ça, parce qu'il y a là différents éléments qui sont, à mon sens, importants, que j'aimerais approfondir avec vous. Puisque vous avez défilé tout ce qui n'était pas vous, mentalement, que vous êtes arrivé au bout, on peut donc peut-être penser que c'est parce qu'il n'y avait plus rien à défiler qu'il y a eu cette connexion avec tout ce qui est. Oui, il n'y avait plus brouillage. Ok. Il n'y avait plus brouillage sur la ligne. Donc, en fait, ce qui reste, c'est ce que vous êtes, ce que vous avez toujours été. Après, bon, les mots sont amplifiés, spiritualisés ou traditionnalisés, mais c'est votre être. Alors, quand vous reprenez, entre guillemets, forme, et que vous dites « qu'est-ce que je fais là ?» Bah oui. Parce que vous vous dites je vois tout ce que ce moi, le petit moi, a dépensé d'énergie pour construire, pour édifier ce moi. Donc, quand vous dites cela, et que vous vous retrouvez dans votre corps, et en conscience que vous n'êtes pas ce petit moi, et de ce qu'il a pu édifier, de son parcours de vie, le fils d'eux, blablabla. Cependant, vous avez aussi conscience que, entre guillemets, vous êtes la chaise, le lit, que tout est un, et que cette matière, entre guillemets, est comme informée. Donc, comment on peut se dire qu'est-ce que je fais là, sachant que vous avez conscience que... c'est-à-dire qu'ayant disparu complètement, Ouais. La surprise, ça a été de revenir. Parce que il n'y avait pas de raison puisque tout le reste, c'est du cinéma. Mais en fait, voilà, je suis revenu jouer mon rôle dans dans la portion de film qui me prend comme figurant, quoi. Pas plus. Mais sur le coup, à l'époque, j'avais pas d'explication. J'avais aucune culture ni support qui m'aurait permis de comprendre ça. Maintenant, déjà, ce que vous lisez, il m'a fallu des années avant de pouvoir l'écrire. Oui, 10 ans, enfin, on va y revenir juste après. Parce que pendant des années, j'étais incapable de dire quoi que ce soit, incapable de formuler quoi que ce soit. C'était pas possible. Alors, la dernière phrase est importante. La conscience n'a jamais été dupe de tout cela, de tous ces jeux, de tous ces rôles. Donc, et ça revient à ce dont vous avez parlé tout au début de l'entretien, que l'on cherche ou pas l'éveil, de toute façon, la conscience joue. Mais avec soit l'oubli qu'elle joue, mais c'est peut-être mieux d'oublier qu'on est tous... Comme ça, on peut jouer son rôle. Oui, voilà. Et donc c'est ça peut-être la réelle difficulté quand vous revenez. Est-ce qu'il y a des difficultés à accepter de vivre, entre guillemets? Oui, parce que j'avais l'impression d'être dans un film. J'avais plus l'impression d'être dans la vie telle que je la concevais avant. J'ai l'impression d'être revenu dans un film, quoi. Donc c'était, pour mes structures de l'époque, avec le peu de préparation que je pouvais avoir,
c'était un peu questionnant, un peu, voire perturbant. Et surtout que les premiers accueils que j'ai eus après ce moment-là ont été plutôt mal reçus, négatifs. Voilà, reçus de façon négative. Donc les gens m'ont pris pour un fou, en gros. Alors, si la conscience, même pour ceux qui ne sont pas éveillés, a conscience de toute façon qu'elle joue. On ne peut pas dire ça. Elle a tout, alors je sais pas, je dis ça parce qu'elle n'a jamais été dupe. Donc en voilà, fait, elle le sait. La conscience, mais encore une fois, la conscience elle-même, pas la conscience identifiée. La conscience identifiée n'est que dupe. La conscience identifiée n'est que dupe. La conscience identifiée est un substrat de la conscience? Oui, c'est une forme qui apparaît. Limitée? Une forme limitée dans la totalité. En fait, et tout, on peut dire que toutes les petites consciences, comme ça, qui s'incarnent, y compris la nature, sont cette conscience. Mais bon, qui sont en forme, quoi. La conscience est sans forme, c'est sans forme. Après, on peut utiliser tous les mots qu'on veut, on peut prendre le Tao. Voilà, c'est sans forme, c'est sans définition. Mais cette conscience-là, elle ne peut pas être dupe. Elle n'est pas dupe. La seule chose qui est dupe, c'est la conscience individualisée, identifiée. Ouais. Et qu'éventuellement, on peut arriver donc ce fameux éveil et éventuellement la réalisation que, on n'est pas cette duperie-là. Mais en fait, ça n'est qu'un jeu, donc dupe, c'est un peu fort, mais on n'est que le dupe de soi-même, de toute façon. De toute façon, ça, on n'est que le dupe de soi-même. Et j'en reviens, et quand vous dites ça, j'en reviens justement sur le fait que vous vous êtes fait cet engagement à 30 ans de ne plus vous mentir et d'être vrai avec soi. Et la question que j'essaye de poser, qui n'est pas forcément évidente à poser, à mon sens, c'est comme si il y a certaines choses que l'on fait au quotidien dont on dit qu'on n'est pas conscient. D'accord ? Et la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que réellement on n'est pas conscient ou est-ce on se, entre guillemets, ment à soi-même en disant je vais faire comme si je n'avais pas conscience. Il y a tous les cas de figure, il y a tous les cas de figure là-dedans. C'est à chacun de voir pour lui-même. Il y a tous les cas de figure. Mais là, alors ça, encore une fois, là, on revient sur un questionnement qui est plus d'un ordre psychologique. Ce qui est très bien. OK. Maintenant, ce que je partage essentiellement, c'est quand je reviens encore une fois. J'ai eu la plupart des personnes qui me contactent, on a pratiquement toujours cet échange à un moment. Voilà, c'est revenez ici, revenez, prendre conscience de la conscience ici. Revenez, faites-le, pas juste, voilà. Et là, voilà, quand ils y sont, et maintenant, est-ce qu'il y a une question là? Potentiellement, il n'y en a aucune. Ben non. La question est de savoir si on joue ou pas. Oui, mais on peut jouer, et moi je joue. Alors, pour reprendre des termes de joueurs que j'avais à un moment, je joue à des jouets. Pas mal. Je suis un déjoueur, un taquin, éventuellement. Certainement même. Et voilà, parce que sans ça, c'est sans arrêt, on ne fait que nourrir ce qui ne fait que recouvrir notre nature. Est-ce que c'est important ou pas de cela recouvrir cette nature? Pour moi, c'est important de ne pas, pour moi, oui. Parce que je suis vachement plus tranquille et léger ici que dans une espèce de tentative d'interprétation, d'explication, voilà. Ah, ici, qu'est-ce que je suis bien. Alors, je sais pas, vous me connaissiez pas avant, donc voilà. Les seuls partages que je fais maintenant, j'ai fait un partage par an à Toulouse parce que j'ai un ami là-bas, donc c'est une occasion d'amitié, quoi. Et voilà. Ici, j'ai de réponse à rien. Mais j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin, parce que j'ai pas besoin de répondre non plus à la personne qui m'interroge. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Donc, en fait, j'en reviens à l'idiot du village. Je suis l'idiot du village. Voilà. Donc, après, c'est pas gênant. L'avantage que j'ai par rapport à ça, c'est que comme à une époque, j'ai été un peu poétique, chanteur, compositeur, interprète, donc j'ai quelque part, en local, une petite réputation de poète.
Donc le poète, l'illuminé, c'est quasiment pareil, et l'idiot du village, c'est pareil. Donc je suis tranquille. Donc moi je vous invite à redevenir, alors pour le dire plus gentiment, l'enfant d'origine que vous êtes, parce que l'enfant d'origine, c'est ça. Laissez venir à vous le petit enfant, voilà, redevenez des petits enfants. Voilà, c'est renaître à cette essence consciente que vous êtes avant de vous être pris les pieds dans les identifications, les histoires, le machin, le truc. Et là, il n'y a rien à répondre. Et c'est ça, de toute façon, il n'y aura jamais de réponse. Non. Alors, où il y a des réponses infinies. Au plan du mental, c'est l'infini. Au plan de l'être, c'est l'infini. Au plan du mental, c'est infini. Au plan de l'être, c'est l'infini. C'est pas pareil. Donc là, je suis dans cette qualité consciente, présente. Et en fait, ce qui va être là, le partage, il va se faire sans les mots. Il va se faire dans l'énergie, il va se faire dans le cœur, il va se faire dans le regard. Et on n'a pas besoin de déployer des tartines. J'entends ce que vous dites. Alors on va continuer si vous le voulez bien. C'est pour ça que je suis un mauvais plan. Hein. Ah, mais je suis un mauvais plan. Non, c'est pas que vous l'êtes, vous spécifiquement, c'est tous ceux qui sont, entre guillemets, dans cet état qui n'en est pas un, c'est tous pareil. Voilà, tous les mêmes. Oui, non, mais il y a ça, hein, il y a ça. L'un d'entre eux que j'avais interviewé me disait à un moment donné, quand j'étais, entre guillemets, plus jeune et que j'étais en quête, des questions, qu'est-ce que je m'en posais, etc., blablabla, comme toi, Laurent. Ouais. Maintenant, je me pose plus de questions, donc j'ai plus de réponses et des fois, je comprends même pas les questions qu'on me pose, alors que j'étais tout à fait, avant, ce genre de questionneur. Donc oui, je comprends bien. Oui, mais c'est surtout le fait qui éventuellement pourrait entendre les personnes qui vont regarder ça, c'est que tant qu'on reste dans ça, on est toujours en train de nourrir ce dont on veut se débarrasser. On est toujours en train d'alimenter ce qui fait obstacle. Donc ça peut éventuellement s'entendre. C'est-à-dire que tant qu'on continue à chercher par le biais du mental une solution, une réponse, on ne fait que nourrir, qu'alimenter ce qui fait obstacle. Donc effectivement, revenir là, d'accord. Effectivement, je vais répondre à rien. Mais il n'y a que le mental qui veut répondre à quelque chose. Oui. Vous n'avez pas besoin de répondre à quoi que ce soit. Sinon, la croyance que vous devriez répondre. Mais en fait, non. Ça, c'est des vieux souvenirs d'éducation. Réponds quand je te parle. Baisse les yeux. Non, je blague. Mais voilà. Oui, je suis un idiot sur mes fesses, et bien voilà, je suis un idiot sur mes fesses, et alors, vous voulez quoi, que je sois, le sauveur du monde? Non, je suis pas le sauveur du monde, je suis l'idiot sur mes fesses, voilà, c'est tout ce que je suis, moi, je suis pas autre chose que ça. Je suis l'enfant, comme un enfant, je prends souvent cette image-là, le petit, tout au début, avant qu'il commence à, voilà, il est là sur ses fesses, il tient bien sur ses fesses, poum, et puis voilà, et puis Et on lui demande quoi, ce petit-là? Ah, rien. On l'embrasse, on le cajole, on lui change les fesses, on lui donne à manger, on lui demande rien. Ben voilà. Alors, quand vous revenez à vous, oui. Comment ne pas devenir, entre guillemets, justement fou, voilà. Déjà, comme vous le précisez dans le livre. Oui. Déjà, vous étiez un peu considéré comme le fou du village. C'est que le mental qui patine. C'est que le mental. Ramener ça ici. Parce que le mental essaye toujours de bien faire. Alors, moi, j'ai rien contre le mental. Je ne suis pas un assassin du mental. Il essaye toujours de bien faire, sauf que c'est pas sa zone. Mais comme il est persuadé qu'il peut le faire ou qu'il veut bien faire, il va essayer par tous les moyens. Donc, donc ça va prendre les années que ça prendra, ou le temps que ça prendra, pour qu'il arrive à son épuisement. Mais il n'y a que quand il arrive à son épuisement qu'il peut reconnaître de lui-même qu'il ne peut pas. Donc quand il reconnaît qu'il ne peut pas, pouf, il se repose. Et là, il se reconnaît à nouveau, pas le mental, l'être se reconnaît à nouveau dans la simplicité. Pas plus. Ok. Cependant, c'est ce que vous dites dans le livre, quand cet événement arrive et que vous revenez, c'est
qu'est-ce que je peux en faire de ça? Ah non, la question se pose même pas, on se demande pas ce qu'on peut en faire, parce que de toute façon on peut rien en faire. Et bon, la première chose que j'ai fait en rentrant, c'est aller voir ma compagne voilà. et lui annoncer la bonne nouvelle, comme un andouille. Oui. Et elle m'a pris pour un fou tout de suite. Puis après, bon, l'exclusion a été assez rapide. Mais non, on peut rien en faire. Mais bon, c'est difficile, parce que là, me remettre dans le contexte, c'est repartir dans des mémoires, alors qu'en fait l'actualité, elle est libre de tout ça. Donc effectivement, pour l'anecdote, on peut en parler, mais ce n'est que pour l'anecdote. Ce n'est qu'anecdotique, ça n'a pas valeur de quoi que ce soit. Ce qui a valeur, c'est votre être. Ici, maintenant. C'est votre être. C'est votre être lui-même. Pas l'être déployé, pas l'être identifié, c'est l'être qui est là, derrière ce qui est là. Ah bah oui. Et la seule chose qu'il demande, c'est à être reconnu. Parce qu'en fait, il est toujours là, il a toujours été là. On l'a quitté petit, le petit, là. Demande, entre guillemets, il ne le demande pas. Mais voilà, c'est un enfant... c'est presque comme un enfant autiste. C'est ballot. Mais il ne le demande pas, mais c'est votre cœur le plus pur. Alors, si vous retrouvez votre cœur le plus pur, vous n'allez pas faire la gueule. Maintenant, vous le retrouvez pas, vous l'aurez à la sortie, donc tout va bien. Les pieds devant. Mais bon, mais c'est pas une nécessité. Par contre, moi, ce sur quoi j'insiste, éventuellement, c'est pour ça que je fais très peu de partage. Voilà, c'est que on n'a pas besoin de ça. Par contre, ce qu'on peut amener dans sa vie, c'est simplement un brin de conscience actualisé. C'est-à-dire de revenir à ça. Et le seul intérêt de ça, c'est que ça permet de se détacher un peu de toutes les identifications. Et éventuellement d'en voir. Ça ne veut pas dire qu'on va s'éveiller, on n'a pas besoin de s'éveiller, encore une fois, on n'a pas besoin de s'éveiller. Par contre, être là dans cette qualité-là, du coup, au lieu d'être agressif vis-à-vis d'une situation, vous n'allez pas être agressif. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous positionner, mais il n'y aura plus. Et éventuellement, même, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'être dans une espèce de sorte de réactivité agressive, vous allez être dans une présence d'accueil aimante. Et ça, c'est quand même sympa de vivre sa vie avec un accueil aimant. De votre point de vue, certainement. Regardez pour vous, pour n'importe qui. Si vous êtes dans un accueil aimant avec votre compagne, c'est mieux que de lui faire la gueule. C'est sûr. C'est plus agréable. Mais en même temps, quand je regarde le monde... J'espère que c'est pas le cas, mais... Non. C'est juste une image. Mais en même temps, quand on regarde le monde et de voir aujourd'hui... C'est la même chose. C'est la même chose. Alors peut-être que certains souhaiteraient être dans cet amour, bienveillance ou autre, et pourtant je vois beaucoup de colère, de frustration, de peur. Alors ce monde n'est qu'une farce, encore une fois, ce monde n'est qu'une farce. Donc on ne peut pas attendre d'une farce qu'elle réponde à nos attentes. Parce que, encore une fois, qu'est-ce que c'est là? C'est mes attentes. Je voudrais que le monde soit différent, je voudrais que le monde soit plus gentil, soit plus équitable, soit plus... Enfin, tout ce qu'on veut, de simplement bon, de simplement, basiquement, voilà. Bon, mais c'est une farce. C'est une farce. Donc tant qu'on est là-dedans, on va se faire du mal parce qu'on attend quelque chose qui ne peut pas arriver. Là où on l'attend. On ne peut pas l'attendre là. Par contre, ici, ça y est déjà. C'est ça le truc, c'est ça. La seule chose que je dis, c'est que ce que vous cherchez, vous l'avez ici. C'est en vous. C'est pas le déploiement du monde. Le déploiement du monde sera toujours ce qu'il est. Aussi aberrant que ça puisse paraître. Ça, je vais pas dire le contraire. Alors pourquoi, certains, je veux bien, et je pense qu'on vous a déjà certainement posé la question, ou les questions bon nombre de fois, pourquoi autant de violence, pourquoi autant de... Je ne sais pas. Si c'est une farce, certains pourraient dire il a vraiment mauvais goût la farce. Oui, ça je dis pas le contraire. Hein. Alors ce que je pourrais dire, c'est parce qu'il n'y a pas de conscience, voilà. C'est une bonne réponse, si on a une. Voilà. C'est parce que les gens vivent dans une inconscience
massive. Alors de quelle conscience on parle? Ils vivent dans une inconscience massive. Donc, ne serait-ce qu'une conscience ordinaire. C'est-à-dire que je vois bien ce que je vis, bon, si je fais l'andouille, etc., etc., bon, je vois que ça porte ses fruits. Enfin, ou que j'ai des fruits, pas forcément des bons fruits, mais bon. Bon, à un moment donné, je peux me dire, bon, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Qu'est-ce qui tourne à l'envers, quoi? En fait, c'est ça, on tourne à l'envers, quoi. Tout le monde tourne à l'envers. On tourne vers l'extérieur au lieu de tourner vers l'intérieur. Donc, ce petit retour conscient, en fait, c'est la seule chose qui, éventuellement, pourrait changer quelque chose. C'est-à-dire que si j'arrête d'être agressif, je vais arrêter d'être violent. Je vais pas être violent. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas une force qui peut s'appliquer, mais j'ai plus de violence. Donc je ne vais pas aller chercher des ennuis aux voisins, je ne vais pas aller imposer aux voisins mes convictions philosophiques, politiques, religieuses, économiques. J'entends. La question qu'on pourrait vous poser ou vous rétorquer suite à ça, c'est oui, mais enfin bon, ça ne va pas empêcher le con d'à côté de venir et d'essayer de vous titiller. Alors, je vais vous faire une autre réponse. Il n'y en a qu'un à sauver. C'est vous. Il n'y en a pas deux. Puisqu'il n'y a qu'un. Il n'y en a qu'un à sauver. Il n'y a pas le monde à sauver. Et ses enfants, sa femme. Non. Vous avez des enfants, je crois. Oui. Mais il n'y en a qu'un à sauver. Parce que l'enfant, c'est pareil. Que ce soit l'enfant, le parent ou n'importe qui, ou l'anonyme de la rue, c'est la même chose. Après, ça dépend du niveau d'identification et d'investissement qu'on a fait sur eux. Mais sans ça, c'est exactement la même chose. Le chien dans la rue, c'est pareil. Même si je ne le connais pas, l'arbre dans la rue, c'est pareil. Enfin, dans la rue, ou dans le gazon, parce que dans les rues, il n'y en a pas beaucoup, mais sur les bords. Il n'y en a qu'un à sauver. C'est vous. Tout ça n'est qu'une folie. Tout ça n'est qu'une folie. Ce monde, ça se voit bien de plus en plus. Ce monde est fou. Même dans les... On voit que... Mais en même temps, c'est ça qui est beau, c'est que c'est de plus en plus caricatural, quelque part. Oui. Donc, peut-être c'est bon signe. Peut-être pas. Mais peut-être c'est bon signe. J'en sais rien. Mais en même temps, ici, c'est pas important. Ici, c'est pas important. C'est important là-bas. C'est toujours la même histoire. Ici, tout va bien. Là-bas, ouh. Donc vous êtes en train de quelque part de ramener. Est-ce que là aussi je vois un petit peu ce qu'on pourrait vous dire en disant oui, mais alors c'est quoi finalement s'il y en a qu'un à sauver, est-ce que c'est pas de l'égocentrisme de penser à moi d'abord, le monde après? Oui, bien sûr, et plein de gens font ce genre de réflexion, mais sauf que qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'alimenter leur mental, c'est tout. Ils sont en train d'alimenter leur identification, c'est tout. Donc ils sont loin de se sauver eux-mêmes. Alors quelle distinction on pourrait faire entre nourrir l'identification et se sauver soi-même? C'est tout de suite maintenant. Maintenant vous êtes sauvés. c'est Jésus. Je suis sauve. Je suis, voilà, vous êtes sauvés. Si vous allez dire je suis le Fils de Dieu, mauvais deal. Mauvais deal, la croix est pas loin. Vous allez faire de la peine à beaucoup de vos confrères ou concitoyens ou co-religieux. Non, je suis. C'est tout. Est-ce que vous, de ce monde manifesté, est-ce qu'il aurait un lien, d'après vous, avec ce que nous sommes? Si, comme il est mentionné dans le livre, c'est-à-dire que je suis non seulement l'acteur, mais je suis le réalisateur, le scénariste, oui. Tout. Oui. Et dans ce sens-là, est-ce que la matière est le reflet de ce que je suis intérieurement? Ça dépend de ce que vous allez dire, je suis intérieurement. Si c'est de vos identifications, oui. Si c'est de votre être, non. D'accord. Si vous parlez de vos identifications, on peut dire oui. On peut, hein, c'est pas... Mais si vous parlez de votre être, non. Ce qui se manifeste n'a rien à voir avec votre être. Rien. L'être dans le sens de la conscience. Mais là, c'est ça. Au plan du mental, c'est absolument irrecevable, ce que je peux raconter. C'est complètement irrecevable. Et tout le monde...
sans doute des gens vont dire oui, il est fou, enfin bon, ou quelle andouille, ou quelle abruti, enfin bon. Mais oui, là je peux pas discuter. D'ailleurs c'est ça, moi je discute plus. Il y a longtemps. C'est ça qui est bien. Et encore une fois, voilà, une fois posé ce livre, donc ça fait presque 6 ans maintenant que j'ai posé ce livre. Je réponds plus au partage. Je réponds aux demandes individuelles s'il en est, mais pas plus. Parce que en plus il y a plein de gens qui partagent, donc c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Donc moi je suis tranquille, je reste tranquille. Et j'offre quelque part. Ce que vous êtes, c'est ce que vous offrez au monde. Donc si vous êtes tranquille, vous offrez cette tranquillité au monde. Vous offrez pas la violence, vous offrez pas la guerre, vous offrez pas le... Alors, c'est ça que j'offre. Et ça, j'ai pris conscience de ça aussi, à peu près au même moment, c'est-à-dire fin 2011, début 2012, qu'en fait, j'avais plus besoin d'aller partager, pour partager, parce que le partage, il est là. Il est hors l'illusion du temps et de l'espace. Donc, ici, dans cette qualité de connexion consciente, le partage se fait déjà. Alors après, qui prend pas, qui va recevoir, qui va pas recevoir, j'en sais rien. Mais ça me regarde pas, parce que de toute façon, c'est le même. Alors que ça veuille aller jouer à droite ou à gauche, moi, par contre, ce qui me regarde en tant qu'individu, encore, c'est qu'est-ce que je partage. Voilà, qu'est-ce que j'offre au monde. Voilà. Ah ben j'offre ça, j'offre cette tranquillité, j'offre ce sourire, j'offre cet accueil, j'offre quelque part cette tendresse, cet amour, voilà, c'est ça que j'offre. Que les gens s'étripent après, moi je vais aller me mettre au milieu pour me faire massacrer, c'est pas la peine. Donc je suis pas Jésus superstar. Voilà, je suis pas superstar. Et le pauvre, lui, on voit ce qui est arrivé. Il reviendrait maintenant, on lui ferait pareil. Hein. Faut bien se mettre ça dans la tête. Jésus revient maintenant, personne n'en veut. On lui fait subir le même traitement qu'on lui a fait subir il y a 2000 ans. Hein. Est-ce à dire que cette paix que vous offrez, ou cette présence, n'attirera pas de la violence, entre guillemets, d'un point de vue extérieur, par des individus extérieurs vis-à-vis de vous? Enfin, de la personnalité, j'entends. Si je reste tranquille, non. Si je vais me foutre dans les ennuis, oui, c'est possible. C'est-à-dire que si je vais sur la place publique, faire des rendez-vous, et puis... là, bien sûr, ce que je vous raconte à vous, je vous le raconte à vous. Et bon, les personnes qui vont l'écouter vont se trier d'eux-mêmes pour venir écouter ça. Bien sûr. Il est sûr que je ne vais pas aller, je sais pas où, dans une structure, dans des banlieues, tiens, aller dans des banlieues un peu chaudes. Qu'est-ce que je dirais? Faire l'andouille là-bas, aller provoquer les gens. Ils sont là où ils sont. Déjà, on en côtoie un peu. Ici, il y en a. Bon, c'est très modeste, mais bon, ça existe. Mais je passe, quoi, c'est tout. Je passe. Je suis pas là pour agresser personne, ni pour convertir qui que ce soit, ni pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Par contre, ce qui est là et ce qui se partage, les gens sont pas forcément conscients. Ils vont pas me reconnaître. Je suis complètement anonyme ici, moi. À part les gens qui me connaissent depuis plus de 20 ans et qui ont le souvenir du poète un peu farfelu. Mais sans ça, je suis complètement anonyme. Et tout va très bien. J'ai pas besoin de plus. En plus, dans cette qualité-là, encore une fois, dans cette qualité-là, le partage se fait déjà. Et il ne m'appartient pas de savoir qui, quoi va prendre ou pas prendre. Ça ne m'appartient pas. C'est le don libre, mais qui est le vôtre. C'est-à-dire que chaque individu, en tant qu'individu conscient, a cette capacité et quelque part responsabilité. Qu'est-ce que j'offre au monde? Qu'est-ce que moi, j'offre au monde? Qu'est-ce que je veux offrir au monde? Alors, j'aimerais, pour le coup, en rapport à ce que vous dites, ça revient au bouquin. À un moment donné, suite à l'événement que vous avez qualifié, vous sortez dans la rue, c'est trop pour vous, vous prenez l'air, vous marchez, et vous arrivez à un endroit où il y a des animaux en cage. Ménagerie. Voilà. Et notamment, vous voyez un aigle en cage, avec un homme à côté, bedonnant, qui a l'air d'être celui à qui appartient la ménagerie. Je sais pas. Vous savez pas? Non. Mais
Ce que je perçois, oui, à ce moment-là, c'est que je sens une insulte de la part de l'attitude de cet homme vis-à-vis de cet oiseau en cage. Voilà. Et vous exprimez, et c'est là où je voulais revenir, est-ce que de la colère est ressentie à ce moment-là? Non, il n'y a pas de colère, mais il y a une indignation. Voilà, une indignation. Il n'y a pas de colère, il y a une indignation. Avant l'heure de l'indignation, c'était l'indignation. Et donc je me suis avancé comme ça avec cette espèce d'indignation que j'avais. Mais j'avais pas de colère, j'avais pas du tout de colère. Mais je ressentais vraiment comme s'il y avait... C'était pas juste? C'était pas juste, quoi. Il y avait une espèce d'attitude pas respectueuse, non respectueuse, vraiment non respectueuse. Et puis le temps que j'arrive vers cet homme, pouf, il est parti. Donc j'ai pas eu le temps d'aller lui dire quoi que ce soit. En plus j'aurais été bien embêté parce que c'était en Grèce toujours, et donc mon grec est très limité, Caristo, voilà. Et là je me suis tourné moi vers l'aigle. Je savais même pas que c'était un aigle d'ailleurs, qui avait la tête tournée de côté. Et je suis arrivé devant lui, et puis je me suis tourné vers lui pour m'excuser de l'attitude de cet homme. Enfin, c'était mon ressenti, hein, c'était qu'un ressenti. Donc je me suis excusé pour le... Et l'aigle a tourné, alors je sais pas où vous voulez aller, mais à ce moment-là, l'aigle a retourné la tête et m'a... J'aimerais que, là où je voulais en venir, c'est justement sur ce qui vous suscite des émotions. Parce que vous mentionnez dans le livre que l'éveil en tant que tel, c'est la fin de la souffrance, qui ne veut pas dire la fin des ressentis, ou la fin de la douleur. L'éveil, c'est la réalisation, même ça. Alors, je ne sais pas si je l'ai strictement écrit comme vous le décrivez, mais voilà, ça m'étonne parce que je ne reconnais pas. Oui, c'est pour ça que je vous dis. La fin de la souffrance, elle est quand on a fait le nettoyage. C'est-à-dire que l'éveil est la fin de rien. C'est le début de tout. C'est le début de l'obligation, quelque part, à un vivre conscient. C'est la fin de rien, l'éveil. C'est le début. Début d'un vivre conscient. C'est-à-dire que jusque-là, vous avez vécu en croyant tout ce que vous croyez, et puis là, d'un coup, pouf, vous ne croyez plus du tout ça, et vous avez quelque part une réalisation qui vous a montré que c'est vraiment pas ça. Donc à partir de là, il y a un appel à un vivre conscient. Voilà. La fin de la souffrance, c'est après. C'est-à-dire quand vous avez éventuellement, ou peut-être tout de suite pour certains s'ils ont la grâce, moi ça n'avait pas été mon cas, donc il a fallu que un travail se fasse. De digestion, d'intégration. Voilà, d'intégration et aussi minimum pour les structures, puisque les structures sont toutes là, donc de nettoyage aussi, un peu de remise en place, de ménage dans tout le capharnaüm qu'on peut avoir dans le cerveau. Donc après, oui, mais on revient toujours. En fait, l'éveil, c'est pas une fin en soi, c'est un début. Voilà, c'est un début de vivre conscient. Donc ça s'applique à tous les niveaux. Ça s'applique au psychique, ça s'applique à l'émotionnel, ça s'applique au corps, ça s'applique au relationnel, ça s'applique à tout. Voilà. Donc à partir de là, vous rentrez dans un chemin de vivre conscient. Ça ne veut pas dire que vous êtes arrivé nulle part. Donc l'éveil, pour ceux qui pensent que c'est l'arrivée quelque part, c'est l'arrivée à un début de travail. Voilà. Donc c'est pas un bon plan de carrière pour celui qui veut se sortir de ses ennuis. Vaut mieux qu'il commence là où il est, avec les moyens qu'il a, à mettre un peu de conscience dans sa vie. Voilà, essayer de mettre un peu, est-ce que je suis clair, est-ce que je ne suis pas clair. Voilà, c'est simple. Il y a un passage, alors j'ai fait un peu en référence au conditionnement français, moyen, général, j'ai fait un petit catéchisme de base dans le livre. Voilà, c'est simplement, voilà, est-ce que je suis vrai, est-ce que je fais des faux sourires, est-ce que je fais des, voilà, est-ce que je suis honnête, voilà, honnête sans exagérer, mais bon, je veux dire, quand même, minimum, quoi, minimum, parce que si on est, sans ça, on se met nous-mêmes en porte-à-faux, et forcément, si on est en porte-à-faux, on se casse la gueule tout le temps. Quand on se met en porte-à-faux, on tombe sans arrêt, donc on ne peut pas tenir sur nos deux jambes, si on est en porte-à-faux. Donc voilà, je dis simplement, arrêtez de vous foutre en porte-à-faux. Et ça, vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin d'être réveillé. N'importe qui peut le faire, n'importe qui avec le minimum de conscience moyenne peut faire ça. Donc c'est à la portée. Ça, c'est un vivre conscient, et je le dis aussi quelque part, que l'éveil vous intéresse ou pas, ça n'a aucune importance, parce que de toute façon, ce travail-là, c'est pour vous.
Donc faites-le. C'est pour vous, c'est pas pour briller sur une étoile sur une estrade avec des colliers de perles et des fleurs et je sais pas quoi. C'est c'est pour vous. Donc commencez par vous. On ne peut que commencer que par soi. Donc si c'est pareil, si on veut sauver le monde, il faut déjà se sauver soi. C'est ce que si je me sauve pas, qu'est-ce que je vais aller sauver le monde? Donc sauvez-vous vous-même. Sauf qui peut. Bon, il nous reste 5 petites minutes avant de finir cette première partie. Oui. Donc, je revenais sur que l'éveil n'est pas la fin d'un ressenti. Non. Oui. J'aimerais, puisqu'on va. Oui. Alors la fin de la souffrance, c'est la fin de la taxe à l'histoire ajoutée. Ouais. C'est pas la fin du ressenti, c'est pas la fin des douleurs, c'est pas la fin des maladies, c'est pas la fin de rien du tout. C'est la fin de la taxe à l'histoire. La souffrance, c'est la taxe, c'est psychologique, c'est ce qu'on rajoute aux faits. Sans ça, il n'y a pas de souffrance. Il y a des douleurs. Alors, on peut monter sur une échelle de 1 à 10, comme demandent les urgentistes. Voilà, 10, ça fait très très mal, hein, c'est bon. Non, la douleur existe toujours, les événements existent toujours. Par contre, il n'y a pas la taxe à l'histoire ajoutée, c'est-à-dire se faire souffrir psychologiquement avec l'histoire qu'on se raconte et qu'on dit que ça aurait pas dû être comme ça, que je devrais pas avoir mal, que je devrais pas vieillir, que je devrais pas être vieux, que j'aurais pas dû tomber, que mon fils devrait pas être mort, tout ce qu'on peut faire. Voilà. Sans ça, on se fait souffrir. On se fait souffrir. Mais nous faisons souffrir. C'est personne d'autre qui nous fait souffrir. Attention, je tape là. Voilà. C'est ça. Donc la fin de la souffrance, ce n'est que celle-là. Ça veut pas dire la fin de la douleur. Et c'est pour ça que je reviens sur l'aigle et je voulais avoir que vous puissiez nous définir la distinction que vous faites entre la colère et l'indignation. Je sais pas, c'est un ressenti indigné, mais pas en colère. Voilà. Dans le sens où il n'y a pas d'implication. Il y a une implication, mais il n'y a pas identification. Je ne saurais pas, franchement. Il n'y avait pas de colère, il y avait cette espèce d'indignation de. Voilà. Maintenant, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à la colère? Pourquoi pas, j'en sais rien, mais la colère, c'est pas moins bien ou pire que l'indignation. C'est un degré supérieur, c'est un peu plus que l'indignation. Si je vous posais la question, c'était justement, alors on peut parler peut-être de. Mais je pourrais me mettre en colère éventuellement. Par exemple, la même situation avec quelqu'un qui à l'évidence en plus a une attitude, non seulement une attitude, mais des gestes. Alors là, sans doute, ça monterait à la colère. Voilà. Là, ce serait plus de l'indignation, ça serait sans doute de la colère. Voilà. Alors ça aussi, ça fait partie. L'éveil n'empêche rien de tous les fonctionnements émotionnels. N'empêche rien du fonctionnement mental non plus, ni physique, ni rien. Donc ça ne change rien au fonctionnement. Par contre, ce qui peut changer, c'est voilà, la chose essentielle qui change, c'est l'identification à ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a une colère qui arrive, c'est pas ma colère. Il y a une indignation qui arrive, c'est pas mon indignation. C'est voilà, c'est dans une gamme émotionnelle quelque chose. La tristesse arrive, c'est pas ma tristesse. Ce qui permet d'ailleurs, là c'est dans la troisième partie du bouquin, c'est le travail d'accueillir à partir de ce moment-là la colère, la tristesse, tout ce qu'il y a à accueillir et que la plupart du temps on n'accueille pas parce que on est scotché avec, donc on la vit. On n'est pas en train de l'accueillir. Laissez venir la tristesse, laissez venir la colère ici. Ici, il y a de la place. C'est ça la différence, c'est qu'ici, il y a de la place. Dans la personne, il n'y a pas de place, c'est déjà plein. Donc il n'y a pas de place, il n'y a pas de... c'est déjà complètement rempli. Alors qu'ici, il y a de l'espace. Donc là, tout ce qui est émotion peut venir s'accueillir. Et éventuellement, trouver son espace de résolution. Ou simplement d'accueil. C'est comme un enfant. Un enfant en colère, un petit, hein, avant qu'il donne des coups de pied trop forts, on le prend dans ses bras, on l'accueille.
Et puis on le garde dans ses bras le temps qu'il faut pour que sa colère passe ou que voilà, voilà. C'est la même chose. C'est quelque chose qu'on n'a pas le temps en tant que parent ou en tant qu'adulte de se donner à soi-même. On n'a pas le temps d'accueillir parce qu'on est toujours occupé à autre chose. On a des choses très importantes à faire. Donc on ne peut pas accueillir. Donc on est toujours en train de négocier. Encore une fois, là, on négocie. Ouais. On est dans la négociation. Donc je suis en colère, mais bon, mais on n'accueille pas la colère. Même si qu'on l'exprime ou qu'on ne l'exprime pas, elle n'est pas accueillie. Elle est soit actée, soit réprimée. Mais elle n'est pas accueillie. Alors que là, je sens une colère, je peux l'accueillir. Je la laisse venir ici, et je lui laisse faire ce qu'elle a besoin de faire. Moi, j'en sais rien ce qu'elle veut faire, cette colère. Ça ne veut pas dire aller taper sur la figure du monsieur là-bas, qui a une mauvaise... qui a une attitude qui ne me plaît pas. Mais est-ce que ça pourrait ? Si je l'accueille, non. Si je n'accueille pas, ça pourrait. Parce que ça veut dire que je suis dans la réaction, la réactivité, et je risque d'acter ou de réprimer. Alors, c'est super intéressant ce que vous dites, mais la distinction entre... parce que pour la plupart des gens, c'est soit je mets en déni, je réprime, je m'assois sur ma colère, ou soit au contraire, je suis dans le mode réactionnel. Dans l'acte, passage à l'acte. Oui, voilà. Et où se situe cette place d'accueil ? Et quand je dis où se situe, c'est... La personne, encore une fois, ne peut pas accueillir. La personne n'est que dans la réaction. Qu'elle soit dans une réaction positive ou négative, elle est dans la réaction. Tant qu'il n'y a pas reconnaissance de l'être ici, vous ne pouvez pas accueillir. Vous pouvez négocier, c'est tout. Ou vous pouvez psychologier. Ça, par contre, on peut psychologier. D'ailleurs, on ne s'en prive pas, on n'arrête pas de psychologier. Ah oui, la société, elle est à fond dedans. Et voilà. Donc, tous les thérapeutes, etc. Ça leur fait un bon business. Alors que là, votre reconnaissance, c'est pour ça que moi, je n'invite qu'à cette reconnaissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes capable de faire la distinction entre le plan identifié de la personne, que vous représentez, et l'être ici. Ah, l'être ici, oui, il n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de mon histoire, l'être ici. Du coup, là, il y a un accueil. Et aussi, la personne va venir s'accueillir ici. Parce que la personne, c'est pareil, elle n'a jamais été accueillie, donc elle n'arrête pas de se construire, enfin de faire des jambes de bois sur ses emplâtres, pour continuer à essayer d'être quelqu'un. Alors qu'en fait, là, elle peut venir s'accueillir, donc elle n'a plus besoin, parce que la personne, elle est toujours en devenir, il faut toujours qu'elle fasse quelque chose, il faut toujours qu'elle arrive. Alors que ce soit positif ou négatif, ça ne change rien. Mais ici, non, on ne lui demande pas, donc elle peut se détendre. Donc toutes les structures identifiées vont commencer à se détendre. Voilà. Et voilà. Presque, c'est une autothérapie. Moi, je parle plus d'auto-rééducation. C'est une auto-rééducation. Mais ça pourrait être une autothérapie. C'est aussi, quelque part, une autothérapie ou une auto-guérison, un auto-soignement. Et c'est ça que j'aime bien dans l'attention, parce que attention, c'est le soin aussi. L'attention, c'est le soin. Voilà, donc si je porte l'attention, je porte le soin. Voilà, et du coup, j'ouvre l'espace pour accueillir. Vous parlez d'amour quand on porte de l'attention, on porte de l'amour. Bien sûr. Cet amour bienveillante. Bien sûr. Parce qu'en fait, personne n'a jamais été accueilli, quoi. Quasiment. Des moments brefs ou des configurations extraordinaires qui font qu'on se sent accueilli, puis bon, ça dure en général pas longtemps. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'ici, délibérément et consciemment, encore une fois, je peux être l'espace de cet accueil. Aussi bien pour, éventuellement, mon personnage avec ses émotions, que pour n'importe quel personnage avec ses émotions, ses questions, ses questionnements. Mais je vais l'inviter ici. Je vais toujours l'inviter ici. Je ne vais pas le cautionner dans l'entretien de son histoire. La différence avec éventuellement psychothérapie ou choses comme ça. Voilà. La psychologie, les psychiatres, les psychologues travaillent sur le moi, sur la personne. Moi, je ne travaille pas sur la personne. Moi, j'invite à l'être. C'est différent. Mais ça doit être la reconnaissance. Je
Je peux rien faire. Moi, tout ce que je peux faire, c'est inviter, regarder, dire regardez, 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 faites-le. Faites-le, encore une fois, faites-le. Parce que si ça reste au plan du mental, ça donnera jamais rien. Par contre, si je reviens là, encore une fois, à m'actualiser au plan de la conscience, simplement puisque je suis bien conscient là tout de suite de la voix qui parle, des perceptions visuelles, des sensations corporelles, je suis conscient de tout. Donc ok, donc il y a une conscience. Donc la conscience est pleine d'objets là, ok. Mais si je tourne mon regard vers la conscience elle-même, pas vers les objets qui s'y déploient, vers la conscience, ouf, d'un coup, je sais plus où je suis, mais je suis ici. Puisque je suis plus en train de chercher un objet, je cherche la conscience. Ah bah la conscience, oui, forcément, elle est ici. Ah. Et là, comment je suis? Quand je reviens à ce brut d'être conscient que je suis. Ouf. Tout se calme, tout se détend. Et là, l'accueil se fait. Personne qui va faire l'accueil se fait. Naturellement, encore une fois, naturellement, comme le partage se fait de la même façon, naturellement. Il y a personne qui partage. Le partage se fait de lui-même, l'accueil se fait de lui-même. Voilà. Il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire. Quand on a fait suffisamment ce qu'il fallait, il n'y a plus rien à faire. Ça se fait. Voilà, ça se fait. Après, ça se fait. Mais avant, c'était Yvan Amar, tiens, il disait... Quelqu'un lui avait posé une question en disant « Bon, alors je ne devrais pas m'en préoccuper. » Il dit « Vous devez vous en préoccuper au point que vous n'ayez plus besoin de vous en préoccuper. Préoccupez-en vous au point que vous n'ayez plus besoin. » Donc, effectivement, faites tout le boulot que vous avez à faire. Une fois que vous avez plus... Après, c'est bon, le boulot se fait tout seul. Mais il y a quand même le minimum de départ. Si je ne fais pas le minimum de départ, bon, à moins d'être gracieux, gracié, je ne sais pas quoi, bon, ça peut arriver, hein, et tant mieux pour ceux à qui ça arrive, mais bon, pour le kidam ordinaire, pour l'humain ordinaire que je suis, et que je rencontre partout, bah, c'est possible. Il y a et quelque part aussi, ça c'est marrant, parce que quand on revient là, quelque part, on retrouve une dignité, on se redignifie. On n'est plus la pauvre chose victime des circonstances, victime de l'éducation, victime de toutes les avanies qu'on a pu avoir. Ah, du coup, je peux retrouver ma dignité, une dignité naturelle, comme un animal, non pas trop domestiqué. Les animaux ont cette dignité-là, comme l'aigle dans la volière. C'était une dignité, waouh, il m'a, magnifique. Et voilà, on renvoie à cette dignité. Tu es digne. Alors que voilà, et donc là, il n'y a plus d'indignation. Fini l'indignation. C'est la dignification. Ce qui n'a rien à voir avec une enflure d'ego ou personnelle. Rien. Non, ah bah oui, c'est ma nature. C'est comme l'arbre. Il est là, et voilà, il n'est pas en train d'attendre qu'on le regarde, il est dans sa dignité. Le cheval, j'aime beaucoup le cheval parce qu'il a vraiment pour moi en tout cas, ce renvoi de posture, de dignité. Bon, et effectivement, cet aigle, même dans sa volière, même prisonnier, il avait une dignité impressionnante, quoi. Extraordinaire. Je vous rappelle donc ce livre, Charles Coutarel, Éveil ou la vie ne meurt pas. C'est aux éditions Aluna. Fin de cette première partie. Nous retrouverons tout de suite pour la deuxième.